Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, 9e émission de cette Coupe du Monde. On est ravis de vous retrouver. Et en off, juste avant l'émission, nous étions en train de parler des habitués du chat. Voilà, ça fait 9 émissions et il y a maintenant des pseudos qu'on retrouve un petit peu tous les jours. Et c'est un plaisir. Donc, grosse dédicace à vous, Raz, AlexoM13, même Fabre73 et tous ceux qui sont là. Ça fait plaisir de vous voir et de voir le soutien que vous apportez à l'émission. C'est aussi grâce à vous qu'on prend du plaisir à le faire tous les soirs à 23h. Donc, on vous dédicace en ce début. Et puis, si les autres voulaient une dédicace, parce que vous êtes très nombreux également, il y a également les silencieux dont on ne parle pas. Bah, j'espère que vous, les silencieux qui ne prenez pas la peine d'écrire, il n'y a pas de souci. J'espère que vous passez de bonnes émissions. Et si un jour vous voulez une dédicace, eh ben, vous avez qu'à écrire pour qu'on puisse voir vos pseudos. Voilà. Allez-y, les silencieux, c'est à vous. Le chat est pour vous. Et peut-être que vous aurez l'honneur d'être cité avec les grandes personnes qu'on vient de dire. Monsieur Dan Pérez, comment vas-tu ce soir? Salut Zach, ça va très bien et ça fait plaisir de voir ses habitués et des nouveaux chaque jour, c'est cool. Ouais, c'est super cool, vraiment, ça fait super plaisir. L'émission se passe bien, ça se développe bien et tu sens que les gens commencent à aimer le rendez-vous, c'est grave cool. Monsieur Raphaël Cosmidis, comment vas-tu? Très, très bien. J'ai l'impression que le fait que tu fasses un appel au silencieux là, crée beaucoup de messages sur la conversation de gens qui ont pas forcément l'habitude de nous répondre, tu vois? Donc c'est plaisant Mmh. aussi. Non, c'est Non, normal parce que c'est tu vois, la plupart ils prennent pas le temps d'écrire parce qu'il y a pas de souci à ça, tu vois. Des fois, tu veux juste regarder, mais là, tu sais, ils prennent leur petit clavier, ils écrivent un petit truc pour montrer qu'ils existent et ça fait plaisir de voir des nouveaux pseudos aussi, c'est cool, tu vois. non, non, c'était encore une belle journée de foot, donc je suis content de vous retrouver, à 23h pour en parler. Alors nos pronostics se sont pas toujours avérés justes et là C'est encore vrai, une fois, il y a des choses qui ne sont pas passées comme dans la réalité. Mais notamment justement, c'est ouais, notamment un, mais c'est ça qui va être intéressant. Bon, je pense qu'on va être honnête aussi sur les matchs qu'on a regardés parce qu'il faut commencer à faire des choix. C'est aussi ça le danger. Mais je pense qu'on s'est pas trompé dans nos choix, par contre. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Personnellement, ici, ça a regardé Équateur-Sénégal ainsi que Iran-USA. Iran-USA, surtout la seconde mi-temps. Bon, allez, je raconte ma vie rapido, mais j'ai la chance d'avoir signé mon appart tout à l'heure. Voilà, ça y est. Ah, On a félicitations fait les Zach, c'est un premières. grand jour alors. Merci, 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 ça fait plaisir. L'état des lieux s'est fait vers 20h15. Du coup, j'ai raté la première mi-temps du Kairos Bowl, mais j'ai pu me rattraper sur du Football en seconde mi-temps, donc on va pouvoir en discuter et ça me fait plaisir. Donc commençons gentiment sur cette rencontre de ce soir. Iran-USA, voilà, le match petite finale pour déterminer qui se qualifie en huitième. Le nul qui suffisait aux Iraniens pour passer face à la fougue américaine, avec en plus un match qui a un contexte géopolitique fort, notamment via l'historique des deux pays. On a également vu, et vu la situation en Iran, des cris d'exulte quand les États-Unis ont gagné à Téhéran. Oui, oui, il y a des vidéos qui sont sorties, c'était assez étonnant. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la géopolitique, on est là pour parler football. Et concernant ce match, messieurs, je crois que Raphaël, t'es un petit peu chaud. On va laisser Dan en réserve. Cette fois, je vais inverser. Raphaël, qu'as-tu pensé de ce petit Iran-USA alors qu'on en attendait des merveilles? On s'est peut-être un petit peu trompé. Comme lors des premiers matchs, j'ai adoré la première période des USA. Ouais, Je pense qu'on a tous passé alors du coup, tu as pas forcément vu ce moment-là, toi, c'est ce que tu as raté Zach. Je crois que tu as dit que tu vas-y, avais raté la fais-moi première rêver. période. Non, mais tu sais, ils avaient été très bons contre le Pays de Galles en première où ils avaient largement dominé. Ils avaient été bons contre l'Angleterre aussi en première où ils avaient réussi à maintenir l'Angleterre, dans son camp et les Anglais avaient quasiment jamais cassé leur bloc. Et là, ils ont réussi à refaire pareil et en plus à se créer des occasions contre, une équipe d'Iran, prudente mais pas dans l'extrême. Ouais. Ça, c'était assez étonnant, je pense qu'on en reparlera parce que c'est la grosse surprise du match et ils marquent un top but en plus, sur une construction magnifique avec vraiment une action qui est idéale pour casser une équipe comme ça et non, non, c'était vraiment plaisant et puis le gros thème de ce match et ce sera le sujet d'un papier sur l'équipe, demain matin, lorsque j'aurai fini de ma nuit, ce sera sur les milieux de terrain américains, Moussa, McKennie et Adams qui je trouve ont encore été très bons. Alors Moussa est un peu parfois foufou dans ce qu'il propose, mais les Ouais. 3 ils ont du volume, de la technique, ça court, ça défend, ça attaque, ça fait des choix justes. Non franchement c'est, une super équipe et en plus qui est encore très, très jeune. Donc tu peux te dire que la Oui. marge d'évolution et de progression pour ces joueurs-là, ça peut être, vraiment, vraiment dans les années à venir et ça tombe bien parce qu'ils Ouais, même organisent en partie la OEA, prochaine coupe du monde, Singleton Attack et tout, là, c'est assez jeune. Mais vraiment, on en avait discuté là en parlant du Canada un peu plus tôt dans la compétition. Mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, tu vois, donc USA, Canada, il se passe un truc sur la formation. Ils sortent de plus en plus de joueurs jeunes, de joueurs talentueux, des mecs qui ont quelque chose. Et je sais pas s'il y a une
je sais pas, un changement culturel ou une prise au sérieux du football ou autre, mais ça nous donne des joueurs très talentueux et un football plutôt attrayant, un petit peu sur le modèle peut-être divertissant qui cherche de manière générale dans le sport US. Je sais pas si c'est Ouais, vraiment pertinent ce que je dis, mais c'est une j'ai l'im impression que ça donne, tu vois. j'ai l'impression que ouais, le niveau de la formation s'est élevé et le niveau de la MLS aussi quand même a augmenté, s'est développé. Donc ce qui fait que les joueurs, quand ils débarquent des États-Unis, sont vite prêts à performer en Europe. Tu vois, là, tu as parlé des jeunes qui ont moins joué. Tu commences le match, tu as Aronson et Reina sur le banc. Et Reina, tu vois, tu a très peu joué depuis le début de la coupe du monde. C'est quand même un gars qui joue Oui, régulièrement à Dortmund. Donc ça montre le réservoir qu'ils ont et c'est des joueurs encore très, très jeunes, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont nés, depuis, 2000, tu vois, dans l'effectif. ouais, tout à Donc fait. ça promet beaucoup pour les années à venir et même pour cette coupe du monde-là où je pense peut-être qu'on parlera du 8e. Moi, c'est une équipe qui, je pense, peut continuer son parcours. Ok, ok, ok. Archi intéressant. On va parler un petit peu du huitième. Monsieur Dan Perez, qu'avez-vous pensé de ce petit USA-Iran? Bah, écoute, je rejoins ce qu'a dit Raph, le capitaine en plus a 23 ans, Adams au milieu, donc tu peux imaginer qu'il a encore beaucoup, beaucoup de sélections devant lui. On n'a pas eu alors on a eu que 17 minutes de temps additionnel et non 14, j'ai vu dans le chat qu'il y a eu 17 en vrai. On avait pronostiqué plus de 20, j'ose pas imaginer ce que ça aurait été si l'Iran était en position de se qualifier. Oh, On n'a pas ça aurait dépassé. Ça aurait dépassé largement, je pense qu'on est d'accord. Oui, les États-Unis, avoir la première mi-temps à sens unique, 9 tirs à 0. Et ce qui était intéressant par rapport au milieu de terrain dont parlait Raphaël, c'est que exceptionnellement, ils avaient inversé McKennie et Moussa Ouais, sur les matchs précédents. Alors ça oscille entre le 4-3-3 et le 4-4-2 les États-Unis, mais là ils étaient plus clairement en 4-4-2 avec Moussa qui allait sur le côté droit. Mais dans les matchs précédents, c'était McKennie, le milieu, qui allait sur le côté. Et cette d'accord. fois, ils ont interverti. Et je me suis demandé exactement pourquoi ils faisaient cette inversion des milieux. Et au fil du match, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose dans les diagonales qu'envoie McKennie, que peut envoyer McKennie en se tournant avec son pied droit vers son latéral droit. Et en D'accord. fait, c'est typiquement ce qu'on a vu sur le but. Peut-être qu'on peut faire le premier screen, puisqu'on le premier screen que je t'ai envoyé, Oui, oui, je vais mettre ça tout de Zach, suite. je te mets en full écran. En fait, justement, donc il y a plusieurs choses à dire. Raphaël parlait de ce qu'ils ont bien fait pour prendre à revers les moments où le bloc iranien Je se vais mettre en fond se d'écran. repliait. Et ce qu'on voit là, en fait, ce que je voulais vous montrer sur le chat, voilà, en fait, il y a McKennie donc qui est, à droite là et en fait, ça, c'est Mmh. l'action du but et vous voyez McKennie est dans la partie a passé plus de temps du match dans la partie gauche du terrain Ok, et donc il peut faire la il en fait, c'est l'action du but, il envoie une diagonale vers le latéral droit d'Est. On le voit qui est tout en haut de l'image à gauche, voilà. Par-dessus et si vous êtes attentif sur le début de cette coupe du monde, on a vu beaucoup d'actions de ce type-là, hein, face à des blocs regroupés. Alors soit pour aller chercher le latéral, soit directement, plus axial. Mais cette action de McKennie vers Dest et ben, typiquement, s'il est de l'autre côté du terrain, il y a tu as moins de distance, tu peux moins, comment dire, prendre à revers le bloc et envoyer ce type de diagonale parce que tu es du même côté. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, heu, bah, de la part des États-Unis parce qu'il y a une recherche de variété et en plus, vous l'avez dit, c'est une équipe qui dégage du peps en fait et on le ouais, voit, il y a beaucoup de courses et peut-être que le choix de mettre Reina sur le banc et de lui préférer Timothy Weah, qui et est peut-être justifié, ouais. un moins bon manieur de ballon, mais un joueur plus vertical et ben, ça rejoint cette volonté de répéter les courses. Il y a les 2 latéraux, je ne sais plus si c'est Gengini qui en parlait sur le chat, mais hem, à droite et à gauche, Dest et mince, à gauche j'ai un trou, aidez-moi. Robinson, qui a Ah, encore été très bon, Robinson, Robinson, ouais. qui fait des super matchs. Vous avez les latéraux qui étaient très hauts, les milieux avec une grande activité, un Weah qui fait des courses, qui est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe, mais qui quand même menace sans arrêt la profondeur Et qui et marque un au final lors Sergeant. du premier match contre le Pays de Galles. Ouais, exactement et Sergeant, l'attaquant qui m'avait pas trop plu, précédemment, là, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt intéressant dans son rôle de haut jeu.
Ouais, voilà, on nous dit la même chose sur le chat, mais Sargent au premier match avait été un peu compliqué. Il était Mmh, d'ailleurs sorti pour le deuxième match, c'était pas lui tout qui à fait. était titu et là, il était intéressant après l'Iran, ils ont pas mis le verrou. Ils concèdent pas énormément d'occasions non plus, hein, mais on n'a pas eu, l'espèce d'attaque-défense qui dure, qu'on pouvait espérer ou pas selon les goûts. Selon les velléités. Et bah écoutez, moi franchement, là, il y a un moment, j'ai envoyé un truc dans la conversation et même dans le chat, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Mais en fait, nous, on aime bien parler tactique et c'est ce qu'on va continuer à faire, il n'y a aucun problème. Mais j'ai le sentiment, en fait, que vu qu'il y a énormément de finales de groupes lors de cette troisième journée avec des capacités, enfin encore la capacité pour beaucoup d'équipes de se qualifier, j'ai l'impression que les scénarios de match vont énormément influer sur leur déroulé plus que la tactique ou les choix de base qui seront là en début de match, mais ça risque d'influer dès le premier but ou selon si comment ça tourne au bout de 15, 20 minutes et tout machin. Et ce sera intéressant, bien sûr, d'analyser comment, mais contrairement au premier match, j'ai l'impression que ça aurait une influence un peu plus moindre. Voilà. Mais on l'avait vu lors des matchs d'hier, notamment sur le Corée du Sud-Ghana, où le Ghana avait ouvert le score, avait reculé, avait pris des buts, avait remis un but en allant dans le camp adverse, puis la Corée du Sud Mmh. avait repris le dessus, et là on en parlera sur Équateur-Sénégal. Il y a quand même une tendance qui est classique dans le foot, hein, mais que là je trouve très peu d'équipes arrivent à contrecarrer, c'est cette tendance à reculer après avoir atteint le score qu'il te faut. Ouais, C'est-à-dire qu'une ouais. équipe, dès qu'elle a les points dont elle a besoin, elle arrête de prendre le ballon, elle recule et elle attend dans son camp. Et quasiment toutes les équipes ont eu ce Oui, schéma-là. oui, oui, oui. Parce que Je c'est la pense dynamique qu'une de match qui change. C'est alors qu'il y a des équipes qui ont réussi à atteindre le score qu'elles voulaient et qui ont continué à presser bien haut. L'exemple concret, en plus, on en parlait hier, c'était les Brésiliens. Alors facile de le faire quand c'est le Brésil face à la Suisse, mais sorti de leur premier but, le Brésil, ils n'ont pas commencé à reculer, ils ont limite pressé 2 fois plus. Ouais, ouais, tu avais même l'Équateur contre les Pays-Bas, qui était arrivé à un Oui, partout et qui avait continué à jouer, à attaquer, tu vois? Et ce qu'ils ont pas fait du tout, moi j'arrête d'empiéter sur le programme, mais ils ont pas fait du tout sur le Sénégal. On en parlera tout à l'heure, je pense, mais vraiment c'est une vraie tendance de ces matchs-là. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur les autres finales, quand on pense par exemple à un Belgique-Croatie ouais. ou un Maroc, aide-moi, Zach, Maroc contre le Maroc-Canada. Maroc-Canada. Canada. Mmh. Le Canada ne joue rien en plus, donc là, pour le coup, ce sera peut-être un autre problème. Mais tu vois, il y a du Pologne-Argentine, il y a du Arabie Saoudite-Mexique, du Australie-Danemark. Comment vont les physionomies vont évoluer selon le score au coup d'envoi, selon le premier but? Est-ce qu'il y a une équipe qui va arriver à jouer le même style, quel que soit le score? Peut-être Ouais. l'Espagne, parce qu'elle est tellement dominante qu'elle peut jouer de la même façon quasiment tout le temps. Mais même l'Allemagne contre le Japon, tu vois? C'était un autre match aussi qui avait basculé sur ça. Et Mmh. il y a Mais beaucoup c'est de il y a pour ça beaucoup de d'ailleurs que momentum. souvent sur les tournois, sur la Ligue des champions, sur ce type de compétition-là, Ouais, c'est format coupe. souvent des équi c'est souvent des équipes qui maîtrisent plusieurs, types de configurations ou les plusieurs temps du match et bon le Real, il y a beaucoup de ces Ligues des champions qui se font aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'elle peut subir sans forcément maîtriser, mais en concédant moins de buts, en étant fort dans sa surface. Elle va, c'est une équipe qui va, au moment de ses temps forts, concrétiser et qui peut, comme ça, changer de config. Quand on a parlé du Portugal, on a parlé du Brésil et de la France. C'est des équipes qui ont ce côté protéiforme-là. Alors la France presse pas énormément, mais il l'avait fait, rappelez-vous, en Ligue des Nations contre la Belgique, avec une super deuxième mi-temps, donc ils peuvent le Contre faire. contre Ils ont les de la contre l'Espagne variété aussi à un moment. Rappelle-toi contre et ensuite, ouais, l'Espagne, quand il avait dans la fallu foulée, gagner un ouais, le moment match contre après, ouais. l'Espagne, tu vois, ils avaient essayé de le faire. Ils avaient même réussi par moment. Et donc ça me paraît important, de et tu as tout à fait raison, Zach, mais je pense que c'est aussi un truc tactique, c'est-à-dire que c'est aussi lié à la tactique. Comment, quand tu es déjà qualifié dans ta tête et donc c'est plus difficile de te découvrir, ou de garder ton identité si tu as une identité, par exemple, ou Ouais. très agressive, bah, comment tu es préparé pour passer du temps à un peu plus subir, à un peu plus te replier? Et on a vu certaines des équipes asiatiques, par exemple, qui étaient en panique, on en parlait hier, qui étaient en panique au moment de défendre un peu, plus bas, défendre dans leur surface. On a vu le Canada aussi, complètement en panique au moment de défendre, être très ouvert. Oui. Et dans des compétitions comme ça de tournois, ça peut te coûter cher, même si tu parais être, cohérent sur ton premier plan.
Je suis d'accord, je suis bien d'accord. En tout cas, ce Iran-USA n'aura pas donné la purge que peut-être certains auraient attendu. Et moi, à la fin, c'est ce que j'ai remarqué, un petit peu de hurrah football avec une Iran qui attaque, les USA qui essayent d'exploiter les quelques contres qu'ils ont. Bon, l'Iran, c'est à deux doigts, c'est à pas très loin de passer sur certaines situations, sur certains seconds ballons, des trucs comme ça. Mais bon, à la fin, c'était vraiment la physionomie classique. Équipe qui doit aller chercher un score contre équipe qui veut le préserver, exploiter les quelques espaces qui sont laissés. Bon, je trouve que la deuxième mi-temps, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ouais, bon, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire quoi, sur la deuxième mi-temps. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mmh. Mais Mais c'est la et seule fois de ouais. l'histoire que le temps additionnel aura été trop court pour l'Iran, tu vois? Là, ils étaient vraiment, c'est la première fois qu'ils étaient en panique dans un temps additionnel. D'habitude, ils maîtrisent ces temps-là, ils rallongent les temps et là, ils étaient au bout, mais ils ont 2 ou 3 occasions quand même pour égaliser, hein, comme la Corée contre le Ghana. Peut-être moins, on a moins senti le côté étouffant du temps additionnel, Ouais. mais le coaching, des Américains, vraiment, ils ont tout fermé, ils ont mis des défenseurs centraux, ils ont mis la taille dans la surface, ils ont subi et ils ont tout dégagé, hein. Donc, Ah, peu d'équipes échappent à ce moment-là quand même jusque-là de la compète. ce bon vieux classique avec. Non, mais en plus, à la fin, les Iraniens, j'ai trouvé qu'ils avaient fait certaines fautes un peu bêtes et qu'ils avaient perdu limite du temps alors qu'ils en manquaient cruellement, Ah, ils ont notamment pas sur un. l'habitude. Ils ont pas l'habitude de devoir, jouer vite et cetera. C'est pas dans la philosophie du À un coach. moment, il y a un contre-iranien, c'est à 93e, il y a un Iranien qui fait tomber l'Américain. Alors OK, t'as annulé le contre, mais t'as perdu 1 minute 30 sur un coup Mmh. franc, quoi, tu vois? Au final, Les t'aurais pas les mal y pensé de l'arrêter le compte, tu vois? les expected goals, pour répondre à Faber, c'est, 0,49 pour l'Iran et 1,12 pour les États-Unis. 12 tirs à 4 donc pour les États-Unis. L'Iran qui a frappé 4 fois seulement en deuxième période, 0 fois en première. Moi, j'ai quand même été un peu, surpris de voir parfois sur le dernier quart d'heure, l'Iran qui j'ai trouvé que je mettais pas forcément beaucoup de joueurs devant le ballon. Il y avait une Ouais. tendance à ouvrir un peu tu vois, à s'écarter, à avoir 2 joueurs de chaque côté excentrés et du coup, ils gagnaient assez peu de second ballon. Souvent, ce qui peut être intéressant quand tu joues long comme ça, c'est, si tu gagnes pas le D'avoir un premier, maximum de personnes, dans la zone, voilà, ouais. tu as des mecs devant un peu, tu vois, à 25 mètres, un peu plus à l'intérieur et ça m'a surpris de pas les voir pas les voir plus à l'intérieur comme ça pour, essayer d'espérer, faire des vagues et comme tu l'as dit d'ailleurs, on a ou Raph, on n'a pas senti le côté vague un peu comme l'avaient fait les Coréens. En fait, tu vois, les Coréens, ils avaient des joueurs au milieu qui jaillissaient en fait, dès la perte ou dès les renvois et donc il y avait cette Mmh. sensation de vague, malgré tout. Bon, ils n'ont pas égalisé non plus, mais ils ont eu quand même plus de situations chaudes, j'ai trouvé par rapport aux Iraniens. Du coup, si on a quand même envie de parler un tout petit peu, du 8e qu'on va attendre de cette équipe, comme ça, tu vois, on va le faire par section, vu que c'est les 1ers qualifiés. Le premier huitième, ce sera, si je dis pas de bêtises, du coup, Pays-Bas-USA? Ouais, c'est ça. Et donc Pays-Bas, USA, ouais. ouais, voilà, et donc Samedi Pays-Bas-USA, 16h. samedi 16h, Pays-Bas-USA. J'ai pas regardé Pays-Bas, Qatar, mais franchement, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu des Pays-Bas, que cette sélection est plus faible un petit peu plus faible que ce que je pensais, mais surtout j'ai l'impression qu'elle se fait genre pour moi le truc évident qui sautait aux yeux aux Pays-Bas, c'était que malgré quelques bons joueurs dans beaucoup de zones, dans le dernier tiers ça manquait de qualité. Genre ça manquait de qualité, pas que Gakpo plus Memphis ou Bergwijn soient des mauvais joueurs, mais c'est pas forcément ce qu'il te faut pour faire un très grand tournoi. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça frappe les Pays-Bas encore plus que ce qu'on pensait. Et bien sûr, ça dépend pas que de ça, parce que par exemple, quand le Qatar les écrase, enfin quand le Qatar, quand l'Équateur les écrase, même dans l'intensité au milieu de terrain lors du deuxième match, ça tient pas qu'à la qualité du dernier tiers. Mais pour l'instant, je trouve le tournoi des Pays-Bas un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Et les USA, avec la folie qu'ils arrivent à apporter de temps en temps sur leur match, même s'ils peuvent aussi manquer peut-être un peu de qualité de vent pour aller transpercer une défense avec du Van Dijk et compagnie, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être leur carte à jouer. Et je suis bien d'accord avec toi, Zach, sur la partie, manque de talent offensif contre la ligne dev des Pays-Bas. Surtout que la force des USA, c'est quand même d'avoir des appels en rupture dans la profondeur et quand tu as Van Ouais. Dijk, Ake et Timber pour gérer ça, ça va quand même être un peu compliqué de C'est les compliqué surprendre sur de cette. venir avec Timothy Weah et de oh, oh. Ouais. Par contre, et ça rejoint ce que disait Rayus sur le chat, sur le côté, très fort physiquement des Américains en première période et toujours un peu, inférieur en deuxième. Par rapport au rythme qu'on a vu des Pays-Bas, qui jouent vraiment sur un tempo, très, très lent.
Je pense que si les USA, ils arrivent à avoir une première période dominante et qui sur les temps forts, ils sanctionnent, ça peut tourner vinaigre, hein, tu vois? Pour les Pays-Bas sur les 40 premières minutes. Ils peuvent se faire bouffer sur la partie physique et athlétique parce qu'on a Ouais. vu contre l'Équateur, ils ont été, mais Mmh. aplatis pendant une bonne partie du match Oh, et là, quand totalement. tu Vraiment, as dans l'intensité, même au milieu, sortie de Frankie de Jong, c'était Titanic, hein. tu vois? Et là, si tu as Moussa, McKennie, Adams et que tu en as un des 3 qui se colle sur De Jong ou voire un des 2 attaquants qui se colle à De Jong et on y va et on va les embêter, je pense que ça peut moi ce 8e il est 60-40 pour moi, tu vois? 60 parce que les Pays-Bas ont quand même De Jong, un Gakpo en forme et du plus de talent, mais je pense vraiment que c'est une équipe des «favoris» entre guillemets, des grandes nations historiques du football, c'est une des plus abordables qui est présente en 8e. T'en penses quoi, Dan? T'es d'accord? Ah bah, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y aura effectivement il y aura aussi la bataille, pour les Pays-Bas pour sortir déjà à la relance parce qu'on a vu qu'ils avaient une certaine rigidité et vu le pressing des potentiel des Américains, ça va être quelque chose d'intéressant. Après effectivement, il y a la question sur la durée. Que va faire les États-Unis sur la durée? Et moi, le problème, c'est que les États-Unis, ils ont mis 2 buts sur leurs 3 matchs. Heu, j'ai peur que ce soit encore trop tôt et que ce soit une équipe qui soit bonne, on en parlait hier, les fameuses équipes bonnes entre les 2 surfaces, plutôt plaisantes, mais qui manquent de tranchant, pour le dernier geste, parce Ouais, qu'au final, ouais, même aujourd'hui, les États-Unis, ils ont pas énormément d'occasions. Rappelez-vous la 1re mi-temps contre le Pays de Galles qui avait été cool à voir, mais ils font que ouais. 3 tirs. Ils font que 3 tirs, Zach. Donc oui, il y a de l'enthousiasme qui se dégage de cette équipe, mais il faudra qu'elle ait pardon, de la réussite sur ces rares situations ou sur ces demi-situations, même si on va trouver, à mon avis, une physionomie où ils vont passer au moins la première mi-temps dans le camp des Pays-Bas. Ouais, je suis d'accord. Après, ils encaissent que un but en 3 matchs, non? Bah, ils encaissent ce but contre le Pays de Galles, ouais. Voilà. Donc, bon, ouais, ils marquent 2 buts, ils en encaissent un en 3 matchs. Bon, c'est pas fabuleux, mais à côté de ça, on Non, non, peut mais quand tu as même raison, c'est une équipe qui est ouais, où il y a beaucoup de choses se jouent au milieu, en fait. Et on ouais. l'a dit, c'est leur point fort, c'est le centre de gravité de l'équipe avec ces trois joueurs extrêmement mobiles, et dynamiques, plus un Aronson qui peut rentrer soit au milieu, soit là, comme il l'a fait à la place de Pulisic et qui amène aussi de l'explosivité. Donc oui, Ça sera à ce voir. match-là, c'est l'opposition des rythmes, en fait. OK, OK, OK. Et ben, ce sera à voir et samedi 16h, les amis, le Pays-Bas-USA qui aura peut-être son lot de surprises. On passe au second match, le Sénégal-Équateur et un match que j'attendais énormément. Un match, où je pensais que les Sénégalais auraient plus de mal que ça, si l'Équateur répétait une performance, de la qualité de ce qu'ils avaient fait face aux Pays-Bas, et à ma grande surprise, enfin pas à ma grande surprise, à ma grande surprise, j'ai vu les Sénégalais dominer les Équatoriens, faire une première mi-temps de patron de très 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 grande qualité. Et les Équatoriens, je ne sais pas si c'est la débauche d'énergie lâchée lors de leurs 2 premiers matchs, je ne sais pas si c'est les Sénégalais qui les ont parfaitement contrés ou autre, mais pour moi, en fait, ce match s'est joué clairement comme si c'était genre favori contre petit pousset. Alors même qu'avant, en regardant le contenu des 2 premiers matchs, un Sénégal poussif face aux Pays-Bas et vainqueur, mais aussi un peu poussif face au Qatar, tandis que l'Équateur, c'est victoire face au Sénégal, enfin victoire face au Sénégal, victoire face au Qatar et surtout match nul très encourageant face aux Pays-Bas. On aurait pu s'attendre à un rapport de force un petit peu différent et je voyais même beaucoup de neutres attendre l'Équateur passer. Les Sénégalais ont eu également des attaquants qui ont été en forme. Ndiaye, même Ismail Assar fait un bon match. Euh, et puis une suite des événements positifs avec bien sûr Koulibaly qui marque son premier match, enfin son premier but en sélection, pardon. Très content pour les Sénégalais, très content également. J'avais fait la critique du fait que je trouvais que certaines sélections africaines ne jouaient pas de manière assez débridée. Pour la J1, je trouve que c'était justifié. Là, maintenant, je trouve que c'est plus du tout le cas. Que ce soit Ghana, Sénégal, Maroc. Je ne sais pas si c'est l'exemple des upsets Arabie Saoudite, Japon et tout qui a levé un petit peu les barrières mentales, mais je trouve que c'est beaucoup moins le coup et c'est un plaisir de voir ces équipes jouer maintenant crânement leur chance de manière un peu plus débridée.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Ouais. vous, de ce match? C'est vrai que l'absence de Mendes a joué, mais je sais pas si ça s'est Ouais. joué qu'à ça. Dan, Bah, qu'est-ce que tu en déjà, as tu as pensé? la situation de départ. Déjà, tu la situation de départ, c'est-à-dire le Sénégal sait qu'il doit aller chercher une victoire et l'Équateur est dans une situation où, avec le 0-0, ils sont qualifiés. Ouais, Et ça déjà, tu parlais tout à l'heure de l'enjeu, de l'effet du score sur le comportement des équipes. Là, il y a eu, à mon avis, déjà, la première chose à dire sur l'Équateur, c'est il y a eu l'effet du score sur les joueurs qui ont ouais, paru déjà, il y avait du déchet, pas vraiment sûr de tout engager en termes de comment dire? Physiquement, tu vois? ouais, Il y avait une sorte de retenue qui s'est ajoutée aux déchets techniques et chez le coach aussi qui a encore changé de formule. Il y ouais. avait plus Mendes, mais il a encore changé de formule. Donc 4-4-2 1er match, 3-4-3 2e match et là, il a commencé en 4-3-3 OK, donc et ouais, c'est le laboratoire, quoi. avec non, non, mais ça, à la limite, c'est pas trop un problème. Ce qui est le plus étonnant, c'est que l'Équateur avait réussi à produire des choses en allant chercher haut son adversaire, en essayant d'être très agressif. Et là, tu sentais qu'il y avait de la retenue et que du coup, ça, ça les a installés dans une espèce de faux rythme. Et ils ne sont pas vraiment allés chercher. Les fois où ils sont allés chercher, le Sénégal sortait facilement. Et donc, ils sont restés dans leur camp. Et en face de ça, tu as une équipe sénégalaise qui, elle, bah, avait une attitude vraiment parfaite, très bien préparée par Aliou Cissé, avec des vrais leaders. Bah, Koulibaly, tu vois dans son attitude. Donc, attitude parfaite, on va chercher. Iliman Ndiaye, on en avait parlé avec Raph, rappelez-vous, sur le deuxième match Oui, oui. titulaire. Ça a aussi fait du bien. Ismail Assar a encore fait des dégâts sur Preciado cette fois. Et donc, tu te retrouves dans une configuration où tu reconnais plus l'Équateur parce qu'ils sont dans un entre-deux qui finalement leur a coûté très très cher. Et Et c'est moi, une j'avais victoire peur en méritée du plus, Sénégal, ouais. hein. Et moi, j'avais peur au début quand j'ai vu les premiers temps forts sénégalais qui n'ont pas été concrétisés, notamment avec la frappe de Boulaye Dia sur la petite profondeur qu'il reçoit, enfin sur le petit balle dans le dos de la Mm. défense, où il croise trop sa frappe. Je commence à me dire, oh là, donc très bon début de match, bon impact physique, ils répondent bien aux défis, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. J'ai un peu peur pour eux. Au final, c'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce match, Raph? Non, mais que c'était la première fois, comme l'a dit Dan, c'était la première fois où l'Équateur devait protéger quelque chose au lieu d'aller le chercher. Ouais, Et ils ont été complètement dépassés par ça. Et je me dis que finalement, a posteriori, on aurait pu se le dire avant, mais a posteriori, c'était limite préférable pour le Sénégal de ne pas avoir à calculer parce qu'à partir du moment où ils ont mené au score la première fois, ils ont fait comme l'Équateur, ils ont reculé. ouais. Mm. Et heureusement presque qu'ils prennent leur but pas trop tard, tu vois? Parce que si Ça l'Équateur a laissé marque à du la temps. 88e, enfin égalise à la 88e au lieu d'égaliser plus tôt, ça a plus le C'est même pas la match même du paire de tout. manches. Donc heureusement finalement que le Sénégal a eu le temps de derrière, corriger sa première erreur qui a été de: «Ah on a marqué, bon bah c'est bon, on laisse le ballon, on recule et prenez le ballon les Équatoriens». Et ça Ouais. c'était ce que l'Équateur avait fait au début du match, tu vois? Mais ce qui est vraiment fou parce que quand on avait fait notre bilan de la deuxième journée, on avait dit quel était votre kiff et on avait été même limite tous à citer l'Équateur. Ouais. Parce que ça jouait, parce que ça prenait le contrôle, parce que ça s'imposait dans le camp adverse. Et là, là, ils sont complètement passés à côté en essayant justement de sortir du non-calcul, tu vois? Ils se sont dit: «On va protéger ce qu'on a, on va défendre ce qu'on a» et malheureusement, ça colle pas à leur profil d'équipe. Et en plus, après, il y a des individualités sénégalaises qui ont été très bonnes. Dan l'a cité, mais je pense qu'il faut faire un peu plus long sur lui. La coupe du monde d'Ismaïla Sarr, sur toute la phase de poule, là, c'est immense ce qu'il a fait, hein. Il a fait une phase Ouais, de ouais, poule ouais. gigantesque. Dans un contexte sans Sadio Mané, il a récupéré le côté gauche de Mané, ce qui a fait du bien à Ismaïla Sarr quand même. Dans les airs, il est dominant, de façon impressionnante. C'est-à-dire que dès que le Sénégal n'arrive pas à sortir court, il y a toujours une diagonale de Mendy vers Sarr qui gagne à chaque fois ses duels aériens. Ça avait été pareil contre De Ligt. Zach, rappelle-toi, on avait Mm. Ouais, dit De ouais, Ligt, il ouais, et s'était on fait, avait dit Mais qu'il avait c'est bien rare pour mélangé un le tir. ailier explosif d'avoir ce profil aussi dans les airs, d'avoir cette qualité dans les airs. bah, c'est ça, ouais, il est grand, Ah, le pire, c'est que je me et rappelle, genre j'avais parlé, j'avais dit en live perso, ouais, les Sénégalais, ils ont pas Mané, mais ils ont quand même encore Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Ndiaye. J'en ai cité encore un autre. J'avais dit bon, c'est peut-être pas
le top de ce qu'ils ont, mais il y a quand même de la qualité, tu vois. Et on m'avait dit non, mais ça, horrible et tout. On m'avait dit ça après son match contre le Qatar, tu vois. Alors qu'au final, non, sa phase de poule, elle est vraiment, vraiment bonne. Tu n'es pas n'importe qui quand tu vas mélanger De Ligt de cette manière et sort une perf comme ça dans un match de qualif, tu vois. Donc, Contre, ouais, ça m'a. contre Preciado, qui avait dominé tous ses adversaires depuis le début de la compète, hein, Oui, tout à fait. qui là était en grande souffrance, qui a fait plusieurs fautes sur lui. Et tu l'as mentionné, mais Boulaïdia aussi fait une très belle Coupe du Monde. Ouais. Je le trouve très en jambes, beaucoup d'appels dans la profondeur. Il est souvent là pour récupérer les déviations d'Ismail Assar. Dos au jeu, il est fort. Contre Van Dijk, il avait déjà été bon. Il l'avait bien embêté. Alors, il marque pas, mais je le trouve vraiment important dans ce que propose le Sénégal. Et c'est vrai que l'entrée d'Iliman Ndiaye dans un profil un peu plus technique, de gaucher qui rentre intérieur, complète cette attaque. Après, il y a quand même le regret immense de ne pas voir finalement une attaque avec je sais pas, Ndiaye en 10, Mané et Sarr sur les côtés et Dia en pointe, tu vois. Où là, ça aurait été magnifique, tu aurais mis deux milieux avec du volume et tu aurais pu avoir une équipe qui allait te menacer dans plein de contextes. Donc, Et au mais final, c'est plaisant de les voir quand même sortir de la poule parce qu'ils font un match de, tu l'as dit, un match de patron, hein. Ils sont allés les bah chercher, ouais, Ouais. ils se sont un peu égarés en deuxième, et puis t'as Koulibaly qui te sort de ton t'as erreur tout et qui fait. met un top but, hein. Et au final, ce Sénégal qui enchaîne finale puis victoire à la CAN, qualification à la CDM, sortie de poule de la CDM pour la première fois depuis un long moment, avec le bel hommage à Bouba Diop pendant les célébrations. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un petit peu le prime, entre guillemets, de leur génération dorée, avec Mané, même s'il n'est pas à la CDM, avec Mendy, avec Koulibaly, avec le milieu Gay et compagnie? Est-ce que c'est un petit peu l'apogée de cette génération dorée pour le Sénégal, ou est-ce qu'il y a encore mieux à aller chercher, éventuellement peut-être quelque chose à jouer face à éventuellement, je sais pas, contre l'Angleterre? Après, c'est d'abord, enfin, il y a quand même la CAN. Et donc, je sais pas, pour un Sénégalais, pour les Sénégalais, c'était quand même, ils avaient un peu comment dire, la réputation des perdants, en fait. Ouais, Et donc, je pense qu'il y a ce titre-là qui est quand même important pour eux, énorme même. Est-ce que c'est plus important qu'un huitième? Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que oui. Une oui, victoire totalement. en CAN, c'est mieux qu'un huitième de mondial. Euh, mais c'est sûr que c'était émouvant à voir. Voilà, on kiffe. Enfin, tu vois, on regarde les matchs, on a un prisme tactique, mais on kiffe le foot aussi pour ça. On a vibré, enfin, même si aucun d'entre nous n'a d'origine sénégalaise, bon, bah, sur le but de Koulibaly, T'es sûr, tu Dan? vibres. Parce qu'on rappelle que t'es un citoyen du monde, donc Ouais, t'es c'est pas citoyen du monde, impossible monsieur. que. Non, Sénégal, non. Mais on vibre tous et pourtant, l'Équateur nous avait enchantés et c'est beau de voir ça. Après, est-ce que Après, ils c'est font quand difficile même. d'évaluer ça par rapport à la victoire à la CAN, tu vois? Toi, tu parlais de leur prime, Zach, mais leur prime, il est quand même En fait, c'était même validé pas par pour leur. évaluer, désolé Raphaël, c'était même pas pour Non, comparer vas-y. les deux, c'était juste pour dire au final, on est dans une continuité assez énorme depuis quelques années pour cette sélection. Je voyais ce huitième de finale comme un peu une apogée, mais c'est pas vraiment une apogée, c'est surtout une période globale entre deux finales de CAN, une victoire et une sortie de poule. Voilà, c'était plutôt ça Bah, que j'essayais de dire. Bien, c'est exactement ce que j'allais dire, Zach, c'est qu'ils font quand même finale de Cannes, victoire en Cannes, 2 éditions de suite, avec à peu près le même groupe, le même sélectionneur si je ne m'abuse, parce que Aliou Cissé était déjà Oui, en place oui, en oui. Ouais, et 2019. rappelez-vous d'ailleurs, pour continuer, Raph, en 2018, la Coupe du monde, ils sortent pas de la Au poule à but, cause de au nombre de carton, cartons, au carton. du nombre de cartons. Et Et ils avaient fait tu aussi vois? déjà une bonne Coupe du monde. Et ils se qualifient déjà pour la coupe du monde 2022. Il faut rappeler que les qualifications en Afrique, c'est quand même très, très dur, hein. Les Oui. barrages en zone Afrique, c'est des vrais barrages. Quand tu joues contre l'Égypte, Non, je c'est pas sais pas simple, faire tu le vois? Donc mafé, on me dit sur le chat, mais je sais pas, j'en ai jamais cuisiné. ça nous saurait tarder, tu vas peut-être Eh, avoir des le propositions sur le poulet chat. yassa de Dan, les gars, je vous le dis, je l'ai goûté, c'est du sérieux. Vous Non, avez non, envie mais de tester ça dans votre vie. non, ça reste une équipe marquante de la zone Afrique là, ces dernières années. Et c'est bien de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs pour qui ça risque d'être la dernière Coupe du Monde. Euh, Ouais, En tout cas, la dernière Coupe du Monde avec leur niveau maximum. C'est ça que ouais, tu c'est ça. entendais, je pense, Zach. C'est-à-dire que Koulibaly, même Sabali qui a fait un super match, Edouard Mendy. Alors, il y en a qui sont plus jeunes, mais pardon, Idrissa Gueye, ce sera la dernière à ce niveau-là. Ouais, mais même, On même peut, Sadio, dans 4 ans, il risque d'avoir un peu moins de feu dans les jambes, hein. Oui, bah, ouais, c'est ça complètement, tu vois? Et après, il y aura peut-être des nouvelles générations qui seront intéressantes, peut-être que
des jeunes vont sortir, parce qu'il y a toujours des jeunes qui sortent du Sénégal, la bataille pour les binationaux, donc c'est quelque chose qui peut donner aussi un élan à ce pays-là, mais c'est Ouais. plaisant de les voir parce qu'en plus, ils jouent au foot, tu vois? C'est-à-dire que c'est pas une Bon, équipe qui bétonne, c'est pas une équipe qui ferme, c'est une équipe qui s'impose. Déjà, la première contre les Pays-Bas, on avait adoré. Ça paraît loin déjà, parce on allait tous les soirs, mais ils avaient fait une super première période, et c'est cool de les voir là. juste avant que Dan nous sorte le premier tableau de la soirée, le chat, c'est le premier tableau. Je veux juste quand même juste dire un truc pas philosophique, mais je suis quand même bien content que le champion d'Afrique sorte de sa poule. Tu vois, il y a aussi une question un peu, pas forcément de la crédibilité de la région, mais un peu quand même. Tu vois, c'est cool. Genre, tiens, tenez, le champion d'Afrique pour la première fois depuis 2014, même si en 2014, c'était pas le champion d'Afrique qui Ouais, était je censé, mais c'était comprends. l'Algérie. C'est cool que, vas-y, ils ont gagné la CAN, ils vont à la Coupe du Monde et ils s'en sortent dans une poule qui était certes à leur portée, mais qui n'était pas facile non plus, surtout quand on regarde l'historique de confrontation entre les équipes d'Amérique du Sud et les équipes africaines, tu vois. Donc, dans ce sens, je suis content sur ça. Voilà. Non, je vais juste rebondir rapidement, un tout petit prétexte Ouais, pour utiliser le tableau. pour dégainer le tableau. Euh, ouais, non, parce que Raph parlait de Sabali et de son bon match en première mi-temps. Il y a eu, il y a eu un choix, je vous disais le choix, je pense, raté du sélectionneur équatorien d'ailleurs qui modifie à la mi-temps. Mais il commence en 4-3-3. Donc là, en rouge, c'est l'Équateur. Et concentrez-vous sur cette partie-là du terrain. C'est-à-dire Ouais, là, c'est le Sénégal qui relance, qui est en bleu à 4. Et l'Équateur avait mis Ener Valencia ici. Ener Valencia qui était diminué, qui jouait sous oui. infiltration, souvent qui rentrait à l'intérieur. Et donc son impact défensif a été très, très, très réduit. Et donc, la passe vers Sabali ici était assez facile. J'espère que tout le monde voit. La On voit passe bien, vers on voit bien. Sabali ici était assez facile. Et donc, ensuite, Sabali a pu plusieurs fois venir conduire et proposer des 2 contre 1 ici, permettre des appels, lancer en profondeur, soit des appels de Gay, soit la donner à Iliman Ndiaye qui ensuite rentrait plus à l'intérieur. Et ça, en première mi-temps, on l'a vu énormément de fois. Il y avait 2 schémas, soit aller chercher Ismail Assar qui gagnait, on l'a dit, ses duels, soit cette séquence-là où Sabali a pu être trouvé très très seul parce que l'Équateur défendait un 4-3-3 et parce que Ener Valencia était diminué et rentrait souvent à l'intérieur. Et ça a permis beaucoup au Sénégal de s'installer Mais c'est dans le camp de l'Équateur. mais c'est pas Sabali qui lance d'ailleurs Ismaïla Sarr dans le dos à un moment sur une des premières occasions du Sénégal, là, quand il croise trop sa frappe? Il me semble que c'est lui qui Si, glisse le ballon dans le dos, si, c'est lui, c'est lui, dans c'est lui, cette c'est lui. zone-là, ouais. Ouais, c'est lui. Absolument. Bah, en tout Absolument. cas, Donc voilà, mais donc l'Équateur change à la mi-temps et je pense que voilà, c'est-à-dire à la limite ce 4-3-3, il aurait pu être intéressant si tu étais allé presser de manière très agressive, mais comme on l'a dit, vu que l'Équateur était déjà qualifié et qu'il avait un truc à protéger, en fait, c'était dans un entre-deux qui leur a aussi coûté sur le plan structurel. rapido, et ensuite on passe gentiment à France-Tunisie, au bleu. Du coup, dimanche, 20h, je crois, si je dis pas de bêtises, Sénégal-Angleterre, huitième de finale. La bande d'Harry Kane, qui, après de très bons débuts face à l'Iran, a fait un match nul assez décevant. Cette fois, lors du troisième match, on a vu que notre ami Gareth Porte-Sud a ressorti certains de ses talents, comme par exemple Phil Foden, etc. Bon, j'avoue que j'ai pas regardé le match face au Pays de Galles, mais voilà, victoire anglaise. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match pour les Sénégalais face à des Anglais qui ne manquent pas de talent offensif pour éventuellement pouvoir les faire un petit peu déjouer en rapide comme ça? Kyle Walker face à Ismaïla Sarr, ce sera un moment important du match et un Oui. endroit très important du match. Je pense que ce sera d'ailleurs peut-être une des 2 données clés pour le Sénégal, puisqu'on a souvent parlé d'Ismaïla Sarr depuis le début de la compétition. Après, je pense que le Sénégal va avoir du mal quand même à aller prendre le ballon dans les pieds anglais, parce que ça joue avec beaucoup de calme, ça joue avec beaucoup de sérénité, l'Angleterre derrière. Ils peuvent faire décrocher des milieux pour prendre le contrôle. Ils sont bons Donc en je coup de suis pied pas arrêté sûr. en plus. Ouais, je suis pas su et ils ont des joueurs qui peuvent attaquer la profondeur, donc je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire comme ils avaient fait contre les Pays-Bas. Parce que les Anglais peuvent jouer à un rythme plus élevé quand même, notamment au milieu de terrain avec Rice, avec Bellingham, avec Mount. Donc tu vois, je disais 60-40 pour les Pays-Bas les Américains. Là, je pense qu'on est quand même plus proche du 70-30, voire Ok. 80-20.
parce que l'Angleterre a quand même, alors ça peut paraître anecdotique, mais sur la phase de poule, ils mettent quand même 9 buts. Oui, C'est pas négligeable. Ils ont beaucoup d'armes offensives. On a souvent parlé du banc depuis le début de la compétition. Quand à la 60e, tu as Rashford, Foden qui peuvent entrer. Là, on les a vus, hein, les 2 ont joué, ils ont marqué, ils ont été percutants. Donc, l'écart me semble quand même assez conséquent. Après, ils ont quelques joueurs qui peuvent embêter, dans des zones intéressantes les adversaires, mais le Sarr Walker va être, déjà, je pense, un décisif. moment palpitant de la rencontre, ouais. Très bien. Dan, tu es sur la même longueur d'onde? Oui, en espérant que Walker soit en bon état de forme et en bon état de jouer. Est-ce que avant qu'on passe aux France-Tunisie, justement, pour être dans la continuité de Sénégal-Angleterre, est-ce que je peux faire un petit point coup de pied arrêté, Zach? Let's go, let's go. Attends, attends. Une Le émission point salon coup de pied tactique ne arrêté l'est du pas. jour. Les gars dans le chat, ils me demanderaient des comptes s'il n'y avait pas à chaque fois au moins un tableau et au moins Mais un coup de pied arrêté par soir, hein. il faut le jingle par contre pour les coups de pied arrêtés, hein, parce que sinon ça Ouais, compte pas, hein. On faut ferait qu'on ça. arrive avec un Il faut jingle un pour la phase jingle, finale. le point coup de pied arrêté, je suis très sérieux. Non, mais parce que en fait, tu as dit, toi, Zach, effectivement, l'Angleterre est très bonne sur coup de pied arrêté et le Sénégal a certes marqué un but sur coup de pied arrêté, mais a encaissé un but sur, corner Ouais, et je voulais montrer en fait, je voulais vous montrer, 2 screens, pour essayer d'expliquer, non ouais. seulement, Tu veux ce le qu'a deuxième? produit enfin, de quoi a profité, heu, l'Équateur pour marquer ce but. Et si tu peux balancer je vais te mettre Oui, en je en peux le mettre en en full grand screen. écran. OK. Donc là, il y a plusieurs choses en fait à voir. Si normalement vous voyez tout ça sur le chat, il y a plusieurs choses à voir sur ce screen. Déjà, le Sénégal défend en zone, mais il faut il faut regarder 3 choses en plus et c'est 3 choses qui sont assez surprenantes. La première c'est qu'il y a un joueur au poteau et ça, c'est de plus en plus rare et vous allez voir que ça va beaucoup leur coûter sur la suite de l'action. La deuxième, c'est qu'il y a un joueur, Ismail Assar, en bas de votre écran, qui est sorti sur le tireur, alors que l'Équateur ne peut pas jouer court. Il n'y a personne qui est avec le tireur. Le tireur de l'Équateur est seul. Donc il est Donc, inutile. Ismail Assar sort comme ça. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question que j'aurais bien aimé poser à Aliou Cissé, mais on essaiera de lui faire passer la question, je vous promets, via notre très cher Hervé Penaud, qui connaît bien Aliou Cissé. Et la Ouais, troisième chose que je voulais vous montrer, c'est que d'habitude, quand tu défends en zone, tu mets une ligne de grand devant le gardien. Donc là, on l'a. Tu la vois, la ligne de 4, là, devant le gardien. Et souvent, tu as une ligne qui est 5-6 mètres devant, qui sert à freiner l'élan des adversaires. Parce que la difficulté quand tu es en zone, c'est de défendre contre des adversaires qui arrivent lancé. lancés. Et donc, souvent, on voit des joueurs plus petits se mettre au contact des adversaires pour freiner leur course. Sauf que là, on ne voit pas ça. Ouais. Le Sénégal se prive de 2 joueurs, donc Ismail Assar, on l'a vu en bas, mais qui peut aussi servir pour les contre-attaques, hein, peut-être, hein. Ça peut être aussi ça le plan. Mais en tout cas, le joueur qui est au poteau là, il y a quasiment plus aucune équipe qui fait ça. Il y en a très très peu. Il y en a moins de 20% en Europe. J'avais fait le calcul pour un papier l'année dernière. En Europe, il y a moins de 20% des équipes qui mettent un mec au poteau comme ça. Donc c'est quasiment fini. Donc tu le perds dans la ligne plus haut et tu peux pas freiner. Et si on peut voir le deuxième screen, Zach, Bien s'il te plaît. entendu. Regarde. Magnifique. Donc ça, c'est la réception du ballon. D'accord. Donc non seulement l'Équatorien qui a repris le ballon de la tête a pu prendre de l'élan. Là, il est sur la zone de 6 mètres. Donc, il a l'avantage sur les fameux grands qui étaient là. Donc, c'est dur à défendre pour eux parce qu'il y a un mec qui arrive avec de l'élan, c'est dur à défendre. Et deuxième chose, le joueur au poteau, qui est Sabali, couvre le futur buteur qui est au deuxième poteau ici. Vous le voyez? Voilà. Et on Alors peut si même dire que Sabali avait Ismaïla. été là, ça aurait été hors jeu. Oui, déjà. Et en plus, Ismaïla Sarr, il a une position problématique en bas. Mais surtout, donc il y a plusieurs choses étonnantes dans ce corner. C'est le mec qui va faire la tête n'est pas freiné. Et tu as les potentiels receveurs ensuite au deuxième poteau des deuxièmes ballons, ils restent en jeu parce que le gars au poteau couvre. Et à cause de ça, il n'est pas hors jeu. Et souvent, on voit, pourquoi il met pas un joueur au poteau
mais on pense jamais à tout ce que ça coûte aussi d'avoir un joueur au poteau et ça coûte notamment ça et c'est pour ça que la plupart des grandes équipes européennes, ont arrêté de mettre des joueurs au poteau. OK. Voilà. Eh ben, écoute, c'était le petit point coup de pied arrêté et le petit point sur arrêter de mettre des joueurs au premier poteau. Ça sert à rien, ça vous handicape et ça couvre des hors-jeux. Donc, peut-être à abandonner pour les huitièmes face à une équipe d'Angleterre qui sera Bah, très, on très, faudra être attentif à ce que le Sénégal fait, justement, parce que les Anglais sont très forts sur le coup de pied arrêté. Là, tout le monde a vu cette erreur-là, donc à voir, on le verra sur le premier corner du match, est-ce qu'il y aura des joueurs au poteau ou pas? Souvent, c'est les gardiens qui le demandent, hein, parce qu'ils savent que c'est des ballons difficiles à aller chercher près du poteau, donc mmh. ils demandent des joueurs. Pour te raconter une anecdote personnelle, donc j'entraîne des U14 Vas-y, vas-y. et quand on fait des séances coup de pied arrêté, souvent, bah, je dis: «Lui est en zone, lui est en zone, lui ralentit les joueurs qui arrivent, qui essaient d'arriver lancés». Et souvent, le gardien, il te dit: «Ouais, mais laisse-moi un joueur au poteau, laisse-moi un joueur au poteau». Et du coup, je me suis déjà embrouillé avec mes gardiens U14 pour leur dire: «Non, non, non, tu mets pas de joueur au poteau, c'est moi qui décide». Parce que justement, il y a quand même beaucoup plus de buts qui sont encaissés parce qu'un mec au poteau couvre, que des ballons renvoyés sur la ligne par un mec qui est au poteau. Combien de fois on a vu des buts où il y a des gars au poteau qui sont complètement surpris par la vitesse de l'action et prennent quand même but et tu te dis: «Bah, pourquoi tu es là?» Donc, je pense que le calcul et ce qu'on fait la Mmh, plupart des équipes qui, à mon avis, se basent sur la data, c'est que ça te coûte ouais. plus que ça ne te rapporte, donc autant les supprimer. Mais alors une dernière petite anecdote par rapport à ça. Ouais, vas-y, vas-y. À Nice l'an dernier avec Christophe Galtier, justement la data, comme l'a dit Raph, te pousse à pas mettre de joueurs au poteau, mais Galtier avait préféré, garder sa stratégie avec des joueurs au poteau et beaucoup, beaucoup de densité, autour du gardien parce qu'il disait: «Je vais concéder des tirs, mais en fait, j'ai tellement de monde que je vais les contrer» et Ouais, surtout, il préférait parce qu'il avait davantage confiance en ça, il sortait d'une saison avec Lille où ça défendait comme ça et donc il a voulu continuer sur ce comment dire? Sur sur cette lancée? cette idée-là et il disait en interne que, au staff notamment, que ça lui permettait de mieux convaincre ses joueurs et que ses joueurs étaient convaincus et cette partie-là de la conviction, elle compte aussi sur les corners. C'est-à-dire que Nice, par exemple, a la saison dernière, je crois qu'ils ont concédé 0 but ou un seul but, alors qu'ils ont des mecs au poteau et parce que les mecs sont tous aussi sont à bloc, sont hyper convaincus. Donc il y a aussi cette partie-là qui compte, même si c'était une exception, en Europe. Voilà, c'est pour l'anecdote, des choses. Juste, un dernier mot, et il y a Nabil qui dit sur le chat que je dis qu'Aliou Cissé devrait s'inspirer de mes U14. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que souvent ça vient des gardiens, cette volonté d'avoir des joueurs au poteau, mais non, vaut mieux pas qu'ils s'inspirent de Effectivement. moi. Je serais surpris d'ailleurs qu'il le fasse, je pense qu'il a pas trop le temps pour ça. Aliou Cissé qui va piocher chez Raphaël Cosmidis au Red Star, c'est ce qu'on apprécie. C'est le genre de choses qu'on peut apprendre dans le salon tactique. Alors, on va discuter maintenant un petit point bleu, France-Tunisie. Demain, on va essayer de discuter de ce match. La France est quasi assurée de sa première place. On a vu la compo officielle, enfin la compo probable, pardon, qui risque d'être alignée avec 6 à 7 changements, avec notamment Kamavinga, Konaté, le retour de Pavard, Fofana, Coman en titulaire. Il a l'air de garder quand même son triangle offensif avec Griezmann, Mbappé, Giroud. J'aurais pensé qu'il aurait mis Thuram. Koundé arrière droit. On annonce Thuram nous, pardon Zach. Ah, Anous Ouais, Thuram il y finalement. aura Thuram Ok, ok. titulaire, ouais. J'étais resté sur celle d'hier soir avec Giroud, mais voilà, c'est ce que. En fait, limite hier soir quand j'avais vu la compo, je me disais, il y a moins de changements de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais même à revoir Koundé pour peut-être l'habituer un peu au poste, malgré le fait qu'il ait un jaune sur le crâne. Mais voilà, au final, une compo sans surprise avec quand même quelques changements et notamment peut-être l'éventuel Kamavinga latéral gauche. Le France-Tunisie, nous on n'a rien à jouer. Les Tunisiens ont besoin de nous battre pour éventuellement se qualifier. Qu'est-ce qu'on en pense? Quels sont les enjeux pour Deschamps? C'est ce qu'on a essayé de se poser. Est-ce que c'est des enjeux de garder tout le monde sous tension, éventuellement faire quelques tests concernant peut-être sa charnière centrale? Mais on a vu Varane Upamecano. Est-ce que peut-être qu'en regardant Varane Konaté pas, il changera de choix, mais il pourra se rendre compte que c'est éventuellement fiable. Donner de la continuité à certains qui sont en pleine bourre comme Mbappé. Quels sont les enjeux à votre sens pour ce match, Dan? Dis-nous. Écoute, je pense que tu t'en as énoncé pas mal, le fait de maintenir des joueurs comme ça, dans le groupe, c'est-à-dire les inclure en les faisant participer. Je pense qu'un Camavinga, un Coman, Thuram, Fofana, pour prendre les mecs qui vont jouer et qui avaient pas encore été titulaires, bah, tu gagnes,
tu gagnes, comment dire, leur, adhésion encore plus, où tu augmentes Ouais. leur adhésion et on a même si on parle beaucoup tactique, on sait, on le répète souvent ici, tu as besoin d'avoir l'adhésion de tes joueurs, de ton groupe pour pouvoir créer quelque chose, quelles que soient tes idées tactiques. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a des trucs intéressants. On pouvait se dire, effectivement, est-ce qu'il a envie Deschamps de continuer à travailler des automatismes parce que son animation défensive est très exigeante. Donc, est-ce qu'il avait envie de remettre Koundé avec Dembélé pour retravailler encore et Mmh. encore Euh, Ou est-ce que ou tu fais l'autre choix, celui de faire tourner pour la gestion de groupe, c'est quand même un as. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël, mais j'ai hâte de voir deux choses en fait. C'est Kamavinga arrière gauche et Coman au poste de Dembélé. Ouais, Juste vite pareil. fait, voilà, Camavinga, je pense que en tant que milieu, parfois, il a pu agacer Deschamps parce que c'est un joueur qui est assez, éparpillé parfois sur le terrain. Alors en impact player, ça peut beaucoup, beaucoup apporter, mais c'est un joueur qui peut quand même sortir souvent de sa zone, heu jaillir loin, se découvrir, dézonner pas mal et je suis pas sûr que ça plaise à Deschamps dans l'entrejeu. D'ailleurs, il Ouais. l'avait mis, avec l'équipe de France parfois sur un côté du milieu déjà, donc j'aimerais bien le voir en tant que latéral. Je sais pas ce que tu en penses Raph de cette idée-là? Non, mais c'est surtout que si, Théo Hernandez ne peut pas jouer un match, il faut bien que Camavinga ait un minimum de repères pour le moment où il va rentrer. Ouais, Donc il c'est faut ça. qu'il joue un moment à ce poste-là avec les joueurs avec qui il risque de jouer. Et en plus, l'avantage de garder Mbappé, c'est que tu vas jouer avec Camavinga et Mbappé sur le même côté. Et si ça devait arriver un moment, ils auront déjà vécu ça. Alors, ce sera une expérience courte, parce que je pense Ce qu'en sera plus, pas le on avait niveau avec zéro, quoi. ouais, voilà, mais au moins, t'aura vu un peu certaines choses. Et la Tunisie va Mmh. devoir attaquer. Donc, en plus, il va être un peu quand même attaqué aussi, Camavinga. C'est pas un match que tu vois, où tu vas pouvoir être tranquille et te contenter de garder le ballon jusqu'à la fin du match. Après, Mbappé va jouer forcément parce que tu sais que c'est un mec qui chasse tous les records, donc il veut marquer, et lui, il peut pas rater un match de Coupe du Monde dans sa tête. Et puis même, Donc il à est en voir. confiance, je pense, c'est le moment de continuer la bourre, tu vois? Moi, Mbappé Ouais, qui tu marque vois? demain, qui arrive en 8e avec une phase de poule XXL, full Bien confiance en sûr. lui, c'est A notre après, meilleur homme. je pense que s'il marque en première période, il finit pas le match, hein. Oui, 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 je J'ai pense qu'il fait 45 minutes, hein, s'il marque en première période, c'est sûr. Peut-être pas tu vois? 45, mais ouais, Deschamps doit prier pour qu'il marque en première période, ça c'est sûr. Un peu comme l'histoire de Romario avec Cruyff quand il disait, «Je marque un triplé en première période et tu me laisses prendre l'avion pour aller faire la fête à Rio», tu vois? Mais bon, c'est un autre contexte, tu vois? Mais C'est c'est le même encore genre autre d'objectif, chose. tu vois? Non, non, mais voilà. Et puis après, bah, tu Varane qui a besoin de temps de jeu. Heu, c'est pour expliquer un peu tous les joueurs pourquoi ils jouent, tu vois? Et Coman, c'est vrai que Dan l'a dit, Coman qui est peut-être le joueur le plus proche de rentrer, à mon avis, c'est un des premiers remplacements que Deschamps fera dans les matchs couperets, et qui lui Total. aussi a besoin de jouer, de prendre du temps de jeu et de garder un peu Dembélé, sous tension, parce que Dembélé a fait des bons matchs. Les 2 premiers matchs ont été très bien, mais justement, il faut qu'il reste avec ce même niveau d'exigence, de discipline défensive. Et tu sais que lui, Coman, va avoir la dalle, comme il avait eu, rappelez-vous, la dalle sur ses entrées à l'Euro, où à chaque fois qu'il était entré, il Oui, avait mis le feu aux équipes adverses. Il avait limite total. joué avec tu sentais un peu de colère en lui contre les choix techniques du staff, mais il était entré avec beaucoup d'envie. Et là, je pense qu'il va être dans la même idée. Donc non, c'est une compo pas très surprenante. Le seul danger, c'est qu'il arrive un truc à Mbappé. C'est le seul Ouais. danger que je vois dans cette compo. Oh là là là, ce serait vraiment Et, emmerdant, mais ouais. après, je suis un peu étonné que Tchouaméni rejoue, mais pourquoi pas, après tout. Pour moi, c'était plus logique que Rabiot, parce que Rabiot, à la fin du match, je l'avais trouvé vraiment cuit et ça m'aurait emmerdé de voir Rabiot enchaîner entre les deux. Je pense que Rabiot a peut-être besoin d'un petit peu plus de repos. Il y a Willou dans le chat qui nous dit un truc super intéressant. Willou, le skieur fou. J'ai l'impression qu'il met les premiers choix du banc parce qu'ils sont susceptibles de remplacer des titus dans le même système plus tard dans la campagne en cas de blessure. Griezmann et Mbappé étant indispensables dans le système, il les garde pour faire travailler les autres autour d'eux. Qu'est-ce qu'on en pense? Exactement. Mais bravo Willou, le skieur fou. Je Bravo pense pour que ton c'est pseudo exactement aussi. ça. C'est exactement ça. Heu et oui, ouais, j'ai hâte comme, Raph, je suis d'accord et j'ai hâte de voir ce que Coman va faire, dans le rôle de Dembélé, à quel point, il va vraiment, se calquer sur ce que faisait Dembélé. Ouais, non, j'ai quand même hâte de voir ça. Il y a quand même des choses à voir dans ce match qui pourtant, pour la France n'est pas
ne revêt quasiment aucun enjeu parce que tu es sûr de quasiment de finir premier, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que c'est après du coup, tout le monde ne peut pas jouer, tu vois? Et d'ailleurs, on en profite pour remercier Charlie, pour le raid, ça fait très plaisir, Ouais, je bienvenue à crois ceux qui viennent d'ailleurs que d'arriver. Charlie a donné des informations sur mon passé. Il Oui, me semble, totalement, je comprends de manière subliminale, totalement. mais il y a pas de problème, allez-y, c'est complètement assumé, donc on pourra J'ai en j'ai parler si vous voulez. j'ai Il y a que dormi Zach qui chez est pas au lui, courant, je hier crois. soir. Non, Ah non, il me si, l'a dit ah hier soir. d'accord. Ah OK, OK. Alors, attendez, vas-y, tu sais quoi? On finit sur la France et après les amis, vous allez apprendre, quelques Quand tu vas, qualités de tu Monsieur vas te manger Dantel. la vidéo en full screen, Dan, ça va être terrible. Ah non, non. Fais-moi le full screen, c'est le mec. Non, plus sérieusement, la folie, donc merci à Charlie pour le raid. Mais ouais, moi, pour terminer, c'est vrai que ça me fait un petit peu chier, entre guillemets, pour des mecs comme Saliba, comme Gendouzi, que j'aurais aussi aimé voir un petit peu. Après, bien sûr, c'était difficile d'envoyer 10 à 11 changements. Je crois que la seule sélection pour l'instant qui, d'après les rumeurs, risque de le faire, c'est le Brésil. Il y a une rumeur, apparemment, Brésil, c'était littéralement 11 changements. Genre, et même le gardien, genre Ederson et tous les remplaçants. Mais c'est vrai que je pense que l'équipe de France, on peut moins se permettre ça et qu'on a Et aussi encore surtout, besoin de le travailler Brésil a certaines sa choses. formule depuis longtemps, c'est-à-dire sa manière de jouer, alors que la France l'a trouvée là, Oui, tu vois? Donc tu peux te dire aussi que tu as plus besoin de travailler certains automatismes parce que ton animation est nouvelle, ton organisation est nouvelle et récente en tout cas. c'est vrai, Après, c'est vrai, c'est vrai. je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien, et il y a pas mal de gens qui l'ont dit sur le chat, je vais pas réussir à les reciter. J'aimerais bien voir une entrée de Kolo Muani quand même, Oui, qui est sur une saison de feu et qui a fait beaucoup de mal à Marseille à quand on Marseille. l'a vu jouer contre Marseille, Ouais, ouais. et vraiment qui est très en forme et qui est un joueur qui peut jouer en plus quasiment aux 3 postes, sur le secteur offensif. Alors il serait pas dans le rôle de Dembélé parce que je le vois pas défendre dans une ligne de 4 quasiment milieu intérieur, mais par contre sur la partie offensive sans souci. Et ce serait sympa de le voir au moins une demi-heure, tu vois, sur la fin de match, selon le scénario. Ouais, ça m'étonnerait même pas que s'il rentre une demi-heure, il soit éventuellement même plus pertinent que Thuram. Pas nécessairement au même poste parce qu'on sait que RKM peut aussi jouer sur le côté, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse meilleure impression que Marcus Thuram. Ouais. Marcus Thuram qui m'a fait une impression d'ailleurs bizarre face au Danemark parce que même s'il a envoyé quand même quelques courses, je l'ai trouvé fatigué très vite. À un moment dans le match, Marcus Thuram, je sais pas si vous vous en rappelez, il est comme ça littéralement main sur les genoux, pliant de, alors qu'il était rentré 15 minutes avant, tu vois. À voir là s'il est titu, il va devoir se montrer parce que si, il fait une mi-temps, pas terrible, justement tu peux imaginer que soit testé à sa place et qu'il lui passe devant, pour la suite de la compétition pour celui qui remplacerait Giroud. À moins que Deschamps, remplace Giroud à chaque fois par un milieu, mais ça on aura le temps d'en parler. Apparemment, Enzo Lefebvre serait en balance, Dan. Il pourrait Oh être ça appelé suffit là-bas. Raphaël. J'étais obligé. Non, non, mais tu vois? Alors qu'on sait tous Le que f c'est le Benzema qui va revenir de la Réunion rapide là dans le groupe avant. Ah, si le Benz revient dans le groupe avec une vidéo Insta à l'américaine, en mode Oh. California, tu vois? Là, ce serait gigantesque. Mais mon Ça me combat, fume c'est le quand fait même quand ça a 2024. commencé à sortir dans la presse espagnole les ouais, il va très bien, il revient jeudi, et que la réponse c'est le lendemain 9-7-4. Je suis à l'autre bout du monde. Vraiment que ça a commencé à débattre. Ouais, on est mieux sans lui. Non, mais en fait, c'est un ballon d'or, on peut pas dire ça. Que tout le monde en a parlé pour qu'on apprenne qu'il était. Alors, désolé, mes réunionnais, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est quoi déjà le principal à la Réunion? J'allais dire Fort-de-France, mais je Saint crois que c'est la Guadeloupe, Fort-de-France. c'est Saint-Denis, Saint-Denis C'est de la Réunion. Saint-Denis, voilà, Mmh. voilà, c'est Saint-Denis de la Réunion, autant pour moi. Et pour que le lendemain, on voit qu'il soit à Saint-Denis, j'avoue que j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé. Bon, en tout cas, c'est un match qui, je pense, aura quand même son lot d'enseignements. Voilà, donc ça sera quand même intéressant de le regarder. Moi, en plus, demain, j'aurai voilà, le privilège de le commenter à nouveau, comme j'ai pu faire Maroc-Belgique, donc ce sera très cool. On va terminer gentiment avant de parler un petit peu de toi, monsieur Dan. Demain, les matchs. En vrai, c'est quand même intéressant demain. Il y a Tunisie-France du coup à 16h. En parallèle, peut-être certaines personnes seront dessus, ou alors c'est un petit multiplex, mais Australie-Danemark, voilà. Un match très important également pour la qualif. Est-ce que les Danois qui ont un point vont réussir à s'en sortir face aux Springboks qui n'ont besoin que d'un nul pour s'imposer Non, Springbok, c'est l'Afrique du Sud, c'est les C'est l'Afrique du Wallabies, Sud. l'Australie. Je sais, j'ai voulu faire. Laisse-moi. Laisse-moi. Je n'ai pas besoin d'être corrigé constamment, mais tu sais. Bref, face à nos amis les Socceroos.
Bref, les Très bien Australiennes ont besoin prononcé. que d'un nul face au Danemark pour se qualifier, sauf si la Tunisie parvient à nous battre avec un certain écart de but. Et enfin, à 20h, et là par contre c'est super intéressant, dès 20h après le match, enfin dès 22h du coup, la France saura qu'elle affrontera en huitième entre éventuellement la Pologne ou l'Argentine, voire peut-être, sait-on jamais, l'Arabie Saoudite ou le Mexique. Tout est encore ouvert dans l'autre poule, donc c'est une des poules les plus serrées. Pologne à 4 points, Argentine 3, Arabie Saoudite 3, Mexique 1. Et tout le monde peut encore passer. Donc ça va être super intéressant de le voir. Les matchs de 20h, qu'est-ce qu'on y attend? Moi, je l'ai déjà dit des tonnes de fois. Personnellement, je sais que l'Argentine n'a pas été fabuleux. Même si après le but de Lionel Messi contre le Mexique, on a commencé à aller voir un peu mieux dans le jeu, c'est vrai qu'ils ont 114 millions de défauts. Mais c'est un truc que je répète constamment sur mon live et que les gens ont des fois du mal à comprendre. Et je sais pas justement vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais à titre personnel, je m'éviterais quand même bien un petit 90 minutes face à une équipe de Lionel Messi. Genre, quand bien même son collectif est mauvais, quand bien même il y a des lacunes, quand bien même on serait sûrement favori face à eux, quand bien même on les a déjà battus en 2018, jouer la suite de ton mondial sur un match face à Lionel Messi, j'avoue à titre personnel, je m'en passerais facile et je préférerais affronter n'importe qui entre la Pologne, l'Arabie Saoudite ou le Mexique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ouais, de cette seconde salle de match? surtout, Zach, qu'au fil des matchs, le coach argentin va quand même peut-être finir par mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Ouais, Et plus les matchs avancent, et plus tu risques de tomber sur la meilleure équipe argentine. Avec du Enzo Fernandez, avec du Alvarez, avec des joueurs comme ça ouais, qui peuvent faire mal, Lisandro dans l'équipe, comme c'était le cas sur le dernier match. Donc ouais, forcément, si tu veux une équipe, tu veux pas l'Argentine, parce qu'ils ont du talent individuel qui, même dans des matchs moyens, peuvent faire mal. Après, tu n'auras pas forcément de choix, parce qu'avec les scénarios tellement divers et tellement possibles, tu vois, tu peux avoir un match de l'Argentine et dans l'autre une victoire de l'Arabie Saoudite, je sais pas, je dis ouais, n'importe ouais. quoi, et l'Arabie Saoudite qui finit première, tu vois. Donc tout est possible, mais je suis très curieux de voir la compo de l'Argentine demain, parce qu'ils jouent quand même, enfin en gros c'est le dernier mondial de Messi, parce Ouais. que à moins que et là le coach argentin va avoir une pression. On a parlé plusieurs fois de l'exemple de Pablo Aimar, on a vu les anciens joueurs argentins. Il y avait Crespo à la télé argentine qui parlait d'Enzo Fernandez qui était limite en pleurs devant son but parce qu'il l'a coaché quand il était très jeune. Enfin les Ouais, Argentins ont un rapport au foot qui dépasse même limite l'entendable. les deuils familiaux et tout ça, quoi. C'est n'importe quoi chez eux. Tout un pays s'arrête et peut finir en dépression à cause d'un mondial. Donc là, tu as quand même Scaloni qui a la responsabilité du dernier mondial de Messi sur sa compo demain contre la Pologne. Et j'aimerais pas être à sa place, tu vois. Les choix doivent pas être faciles. Dan, qu'est-ce qu'on en pense de ces deux rencontres qui décideront de Alors, notre futur adversaire? déjà, je voudrais te rassurer, mon cher Zach, parce que l'Argentine, c'est l'adversaire le moins probable, malgré tout. Ok, ok. Parce que, en fait, pour qu'il soit deuxième, il faut qu'il fasse match nul et que Arabie Saoudite, ce soit aussi match nul. Donc, c'est la seule config. Et tout le reste, en fait, ils sont soit éliminés. S'ils gagnent, en fait, ils passent forcément premier. Ok, Vu que là, la Pologne est déjà devant, en fait, s'ils font match nul, ils sont derrière la Pologne. ok. Et si, Et, ok. et s'ils Et perdent s'ils et que... et si, et s'ils perdent, l'Arabie Saoudite peut faire nul ou gagner et leur passer devant, même avec un nul. Et le Oui, Mexique, ce sera la différence de but. Donc en fait, c'est pour ça que dans les stats, l'Argentine, c'est l'adversaire le moins probable. Bon, ok. après, ça veut rien dire, mais voilà, après, je suis d'accord avec toi sur. Tu n'as quand même pas envie d'affronter l'Argentine. Et non, mais ça va être des matchs cool. Alors, lequel on va choisir? Je sais pas, on va peut-être se les répartir. Non, Mais oui, le Pologne-Argentine, il est quand même pour l'émotion. Ce qu'a décrit Raph, tu as quand même encore envie de voir ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et j'ai quand même envie de voir ce qu'on vont proposer les très offensifs saoudiens face aux Mexicains qui ont vraiment fait une Coupe du Monde pas du tout convaincante pour l'instant et qui, je pense, ont peut-être un coup à jouer. Hein. 6 points, ils ont une forte chance de se qualifier, mine de rien, s'ils finissent à 6 points. Je crois d'ailleurs qu'ils se Mm. qualifient en fait s'ils finissent à 6 points, littéralement. Ah Hein, mais oui, y a pas s'ils de... gagnent. s'ils se qualifient, est-ce que l'Arabie Saoudite aura un deuxième jour férié en 2 semaines? Tu vois, est-ce qu'à un moment, va pas y avoir une Ouais, crise tu quand même lâches, économique chez tu eux à lâches cause de tous les jours fériés, férié quoi? normalement. Comment? Non, je pense qu'ils devraient s'en sortir. Par contre, s'il se qualifie, Hervé Renard, je pense, est une idole dans plus de pays que n'a jamais été un sélectionneur français, hein.
Parce que déjà Non, en mais Côte d'Ivoire et en Zambie, c'est que c'est une légende. Alors là, s'il le fait avec l'Arabie Saoudite, c'est terminé. c'est vrai que ce serait la folie, ce serait la folie. Bon, en tout cas, personnellement, j'aimerais bien voir les Saoudiens qualifiés, ou à minima non, mais en fait, s'ils gagnent, ils se qualifient, donc oui, j'aimerais bien voir les Saoudiens qualifiés, point, en fait. Pour, le spectacle, pour ce qu'ils ont offert, pour leur jeu débridé qui n'est pas parfait, hein, qui défensivement, à des moments, peut encaisser des buts et on l'a vu face à la Pologne. Mais rien que pour, le côté oser, prendre aussi haut comme ils l'ont fait, avoir des intentions un peu nobles et attaquer de manière aussi, couillue, bah, sincèrement, je leur souhaite de passer et de réussir à battre un Mexique qui est d'une faiblesse absolument effarante. Voilà, et ce serait beau, ce serait un beau message pour les futures Coupes du Monde aux sélections qui se pensent peut-être moins fortes. Écoutez, c'est les sélections qui se pensent moins fortes. Si vous tentez, ça peut vous réussir plus que si vous vous contentez de toute façon à poser votre bloc bas bien naze, envoyer vos attaquants dans des dispositions déplorables et la majeure partie du temps quand même perdre de toute manière. Donc franchement, je leur souhaite de passer rien que pour ça à nos amis saoudiens. Voilà. Bah écoute, vu ce qu'ils ont proposé, je suis d'accord. Ce serait cool qu'ils passent. Et pour Hervé Renard aussi. Et sa belle Exact. chemise. Can you feel it, guys? Bon, You on don't feel termine. it? You don't feel it. Et après derrière avec le traducteur qui met autant de passion, c'est magnifique. Et en Ouais. plus, c'est trop drôle parce qu'il y en a un dans les commentaires en anglais, il a dit: «Quand quelqu'un qui parle français commence un discours par une question, tu sais que tu vas te faire fumer». Ah, c'est Et vous rien que ça. pour le côté un peu philosophe de la chose, ça m'a fait bien rigoler. On va terminer avec, les infos, que vous ne savez pas dans le chat. Est-ce que vous étiez au courant que sur ce live, un grand chan vous avez un grand streamer, voilà, un grand streamer ici, c'est Zach, voilà, je suis un très bon créateur de contenu, l'un des meilleurs en France, bon bref, on rigole, mais je suis un créateur de contenu. Vous avez Raph ici qui entraîne au Red Star et vous avez monsieur Dan Pérez, quelqu'un qui a des talents de chant assez remarqués. Dan, est-ce que tu veux nous en parler? C'est important pour les viewers qui sachent un petit peu plus de nous, tu vois, pour que le lendemain, quand ils reviennent, ils se disent: «Ah tiens, c'est une bande de gars, on les connaît», tu vois? Ah ouais. Alors, c'était pas préparé, donc je m'attendais pas. Mais non, mais de toute façon, c'est assez simple. Charlie a balancé. Donc voilà. Quand j'étais au lycée, j'avais 16 ans. J'ai fait une émission qui s'appelle La Nouvelle Star. Donc j'ai fait Oui, plusieurs émissions et c'était très cool. Et j'en ai pas du tout honte. Mais j'étais très jeune. il y a pas C'était de il y honte a à un bon avoir. moment maintenant. Et c'était Mais très cool, exactement. Un baltard est-ce que avec Zach, tu veux Benjamin vraiment que je le Castaldi à mette la pas? présentation. Est-ce que tu veux que je le mette vraiment mal à l'aise, Zach? Parce que je peux mettre Dan mal à l'aise quand même. Sur... Tu le connais mieux que Parce... moi, on Garde, est en émission, bah, c'est non, toi mais qui garde décides. les non, vidéos pour une prochaine fois. On non, peut non, 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 séquencer. Voilà. c'est pas les vidéos parce que moi j'ai déjà entendu et vu Dan chanter dans Ouais, des établissements de qualité, notamment dans Rive Droite à Paris, tu vois. Et en ouais. fait, quand il chante, il y a, je sais pas, les gens, mais hommes comme femmes, hein, s'agglutinent autour de lui et c'est un peu Oh comme là un là. soleil, tu vois? C'est-à-dire qu'il attire du Oh là. monde, il est vraiment et tu vois, il disait tout à l'heure que les milieux américains étaient le centre de gravité de leur équipe, mais quand ils débarquent dans un bar karaoké, il y a plus que Dan à un moment, tu vois? Et toi, à côté, tu vraiment l'impression de plus valoir grand-chose, hein. Et non, je l'ai vu chanter, je l'ai entendu, je ne plaisante pas, il a beaucoup de talent et c'est un talent qui a un impact vraiment sur les gens, tu vois? C'est les entrées de C'est Kamavinga bon, en je te Ligue des filerai Champions tes avec 100 le balles, Raph, Real. c'est bon. Tu vois les entrées de Kamavinga Allez! avec le Real la Ah, saison dernière? Bah, c'est Antoine un peu ça, Rodrigo. quand il arrive au bar, la soirée change, tu vois? Le momentum passe de son côté. Eh ben, écoutez, si vous êtes sage, on vous montrera peut-être un extrait une prochaine fois, on séquencera ça. Mais au moins, vous venez d'en apprendre un petit peu plus sur notre ami Dan Pérez et on termine l'émission avec des sourires, ça fait très plaisir. Et on espère que vous avez apprécié cette dernière. Le salon tactique se développe petit à petit, c'est très cool. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait super plaisir, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. On vous remercie pour ça. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission. En plus, à des moments, nous, on se dit, putain, elle est trop court, 1 heure, c'est pas suffisant. Donc, peut-être qu'on verra s'il y a exceptionnellement un moment pour la phase finale, on peut vous faire deux, à un moment ou à un autre, peut-être une fois, ça pourrait être cool, tu vois. Genre lancer à 22 h dans la foulée d'un match jusqu'à minuit, allez, why not, why not, why not. Mais en tout cas, c'est une émission qui se passe bien et c'est grâce à vous. Donc on vous remercie énormément, les amis, dans le chat, de la suivre et Ouais. d'être
aussi nombreux, aussi présents. Et comme je le dis très souvent, si vous avez raté une émission pour X ou Y raison, vous étiez avec votre femme, avec des amis, ou vous en train de dormir, ou peu importe, les replays sont disponibles dès le lendemain sur la chaîne YouTube de l'équipe ou en podcast, d'accord? Et même gratuitement sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à la follow, comme ça quand on lance à 23h, si vous avez oublié, hop, boum, notif sur le téléphone, c'est live, let's go, et vous pouvez venir interagir avec nous. Merci à vous d'avoir suivi. Je vais encore une fois remercier Dan et Raphaël de m'accompagner ici comme tous les soirs. Et on vous Merci souhaite Zach. une bonne fin de soirée. À demain. Ciao, Allez, ciao. ciao. Ciao, bonne soirée.